Donc, on va démarrer, je vous propose de démarrer. Donc, bienvenue à l'atelier Storytelling. Donc, je m'appelle Fleur, j'ai pas forcément discuté avec tout le monde déjà, donc je vais me présenter en 2 mots. Donc, je suis la fondatrice d'une plateforme de storytelling pour entrepreneurs qui s'appelle Loud Story. C'est là-dessus que vous allez travailler cet après-midi, donc je vais vous la présenter un peu plus, de manière plus approfondie tout à l'heure. Mais en gros, mon idée, moi je viens du milieu des relations presse, des relations publiques à la base. J'en ai travaillé pendant 7 ans dans des agences. Et mon expérience pour avoir travaillé avec plein de marques, plein de boîtes, c'est que c'est des boîtes qui me demandaient de communiquer pour elles. C'est d'appeler des journalistes pour avoir des articles dans la presse. Donc le journaliste étant le prototype de la personne qui n'a pas envie que vous l'appeliez pour lui pitcher quoi que ce soit. Je sais d'expérience que c'est très dur, que même quand on est une grande marque, on n'est pas forcément intéressant et que meilleure est l'histoire et plus on arrive à savoir ce qu'il y a dans la tête de la personne à qui on parle pour l'intéresser et plus le travail est facile après. Donc moi j'ai eu l'occasion de travailler pour Criteo en 2012. Je ne sais pas si c'est une start-up que vous connaissez bien, mais c'est une des success stories de la scène tech française. Et c'est en travaillant avec eux déjà que moi j'ai connu l'expérience de la start-up et c'était quelle start-up quoi. C'était un succès absolument dingue et du coup j'ai l'impression d'avoir vécu dans l'œil du cyclone pendant 6 mois avec eux. Et je vous souhaite de vivre ça parce que c'est dur, mais c'est super excitant. Mais ils avaient une super histoire à raconter. Et pour le coup, c'est la première fois que j'ai vécu le fait que c'était hyper facile d'appeler un journaliste pour raconter cette histoire. Parce que les journalistes étaient captivés. Et du coup, j'ai creusé ce que c'est le storytelling. Parce qu'eux, ils étaient implantés aux États-Unis. Et du coup, ils travaillaient avec un storyteller aux États-Unis, qui était le numéro 2 de la boîte, un Américain. Parce qu'ils avaient compris l'enjeu que c'était de convaincre des gens sur une techno totalement nouvelle, une offre vraiment inédite. Il fallait convaincre des directeurs marketing de grosses boîtes de bosser avec eux, puis des investisseurs d'acheter leurs actions au moment où ils allaient entrer en bourse. Donc ils avaient des très très gros enjeux. Et la clé pour eux, ça a été de raconter une success story absolument incroyable. Donc voilà, j'ai créé Loud Story, j'ai commencé à travailler dessus en septembre. Et là, la plateforme est en live depuis peu, donc je vous invite à aller regarder. Donc je vais démarrer. Alors pendant 1 heure, je vais vous raconter un peu ce que c'est que le storytelling. Donc pour moi, c'est une stratégie d'amour et de confiance. La confiance, j'ai mis entre parenthèses parce que, a priori, je pense que intuitivement, vous savez que quand vous communiquez, il faut que vous soyez crédible et qu'on croit ce que vous dites. Le fait de créer de l'amour, de susciter de l'amour, c'est peut-être un peu moins intuitif pour vous. Mais pour moi, c'est vraiment la clé du storytelling. C'est de faire en sorte que les gens, quand ils entendent votre histoire, votre pitch, ils se sentent connectés avec vous, connectés avec ce que vous allez leur offrir. Et c'est presque un sentiment amoureux qu'ils vont ressentir parce qu'ils vont être totalement fans de ce que vous proposez. Donc je vais commencer. Donc, pendant toute ma présentation qui va durer 1 heure, je vais pas mal utiliser le cas Uber. Parce que c'est une boîte assez fascinante. En plus, vous la connaissez, donc c'est plus facile de parler d'une boîte que tout le monde connaît. Et notamment, je vais utiliser des extraits de cette conférence que Travis Kalanick, donc leur CEO, a donnée en juin 2011 à Washington. Donc Tech Cocktail, c'est des séries de conférences pour startups simplement, donc il s'adresse à des entrepreneurs. Et il dit plein de choses intéressantes. Enfin, c'est un super bon pitcher. Et voilà, je vais vous laisser déjà découvrir une des choses qu'il dit qui m'a frappée. You guys. All right, so I don't think I need to speak here because he just told you everything you needed to know. But it's good to be in DC. Actually, I'm co-founder and CEO of a company called Uber, and we're about to get some things going on in DC. So it's fun to just be in the environment and see what the taxis are like here or not like here. All right, so I'm just going to get going. Just with a brief history of myself, I like to tell stories. I'm a storyteller. I also, I've worked with a number of entrepreneurs for a long time, and I always think the best advice starts with stories. And so I'm going to tell personal stories. And there's little lessons to learn along the way. And so it's going to be half sort of, angel investing stuff, and then I'm going to go into Uber. And let's get started. So... Donc voilà, d'ailleurs c'est une conférence que je vous invite à regarder parce qu'effectivement il donne des conseils sur comment on gère quand on veut lever des fonds, etc.
Et je sais qu'il va y avoir une petite soirée le 16 avril, c'est ça, où vous allez discuter avec des business angels, donc ce sera intéressant pour vous de regarder la vidéo. Mais par ailleurs, voilà, il dit le mot lui-même, I'm a storyteller. C'est assez ancré dans la culture américaine, mais quand bien même c'est ancré, c'est-à-dire pour eux c'est naturel de raconter des histoires beaucoup plus que nous, qui avons du mal à nous mettre en avant en tant que Français. Je pense que n'importe qui voit ce genre de vidéo se dit waouh, il raconte super bien le truc. Enfin, on est accroché pendant 1 heure du début à la fin. Et il valorise le fait même que raconter des histoires, pour lui, c'est la meilleure manière de communiquer. J'ai l'habitude de... Voilà. Donc le storytelling, en fait, pour vous, ce qui est intéressant, c'est que c'est la fondation de votre mission. J'ai utilisé cette reproduction de Napoléon qui franchit les Alpes. Donc c'est un moment, il vient de prendre le pouvoir en France. Et il veut reconquérir l'Italie qui a été prise par les Autrichiens. Et en fait, ce qui est bon, je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a pas mal de lumière, mais c'est une histoire. Bon, il y a le titre du tableau qui raconte un peu ce que c'est. Mais c'est une représentation d'un général qui est en période de conquête et il montre là où il va, c'est-à-dire les Alpes, c'est-à-dire l'Italie. Et il y a le cheval qui se cabre, le manteau dans le vent, enfin, on comprend la mission et le mouvement vers lequel il va. Et en fait, raconter une histoire, c'est vraiment ça. C'est pas une histoire aujourd'hui et maintenant, c'est une histoire vers où on va en fait. C'est souvent assez difficile quand on est tout début de son histoire parce qu'on ne sait que ce qu'on est en train de faire maintenant. Mais c'est intéressant de se raconter, d'arriver à prendre conscience de vers quoi on va en fait, parce que c'est aussi ça qui va créer le désir chez vos utilisateurs ou vos investisseurs. C'est une espèce d'histoire dans laquelle ils vont avoir envie de franchir le pas et d'y aller avec vous. Et donc cette mission que je vais vous aider à construire tout à l'heure, c'est quelque chose que vous allez raconter en filigrane de vos pitchs, c'est-à-dire à l'oral quand vous racontez, mais aussi dans votre branding, c'est-à-dire le type d'image que vous utilisez, le type de mots que vous mettez sur vos sites ou vos apps, le type de communication que vous avez en général, ça raconte aussi ce vers quoi vous allez. C'est un peu abstrait pour le moment, mais je vais le raconter au fur et à mesure. Donc voilà, pendant 1 heure, je vais vous raconter un peu comment fonctionne le storytelling, et après pendant 2 heures, je vais vous aider à travailler un pitch dans le contexte de la soirée des Business Angels. Donc le storytelling, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'en faire? Donc je vais repartir d'un petit extrait de Uber. Donc juste pour vous resituer le contexte, donc cette conférence elle a eu lieu en juin 2011. Uber a été lancé en mai 2010, donc ça fait 1 an que ça existe, mais ils ont fait ville par ville, donc ils ne sont pas encore à Washington, donc là ils arrivent à Washington. Et Travis Kalanick est aux commandes que depuis 6 mois, puisqu'en fait, je ne sais pas si vous savez, mais il n'était pas CEO au départ. You're competing against pretty entrenched competitors that have a lot of legal power and a lot of force behind them. How do you compete against a customer? Je ne sais pas si vous voyez, mais juste pour vous préciser, donc en fait, c'est la partie Q&A de la conférence. Et donc, un des participants lui demande, quand on est face à une telle opposition en fait, d'une industrie traditionnelle qui veut vous éliminer, en gros, comment est-ce qu'on fait pour survivre? Like that. So how do we compete against an incumbent? Well, first is make a service and a system that's better, right? So let's start with customer value. And then deliver that value in such a beautiful way that you inspire that customer to be on your side when the shit hits the fan, which it inevitably will. Voilà, donc il dit 2 choses importantes à mes yeux. Il dit quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'effectivement le storytelling ne remplace pas un bon produit. Parfois ça peut aider au démarrage quand on est en fait tout petit et qu'on se raconte un tout petit peu plus que ce qu'on est pour créer encore plus le désir. Mais il faut aussi être sûr de la valeur qu'on apporte aux gens, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas juste du rêve, ils veulent quand même une super expérience. Et ensuite, il dit qu'il faut inspirer vos utilisateurs. C'est-à-dire, il dit qu'il faut d'abord créer de la valeur et après, il faut inspirer vos utilisateurs. Et donc, inspirer, c'est vraiment un mot-clé. C'est-à-dire, inspirer, ça ne veut pas dire leur expliquer ce que vous faites. Ça veut dire leur faire ressentir une émotion qui font qu'ils vont se sentir embarqués dans votre histoire et ils vont vous défendre après contre vents et marées. C'est vraiment le cas pour Uber. Ils ont des vrais fans qui, malgré tous les scandales qui émergent dans la presse, se disent « Non, moi, je reste sur Uber, j'adore Uber ». Donc, une bonne histoire,
ça vous rend plus fort. Parce que ça veut dire que c'est pas juste que vous vendez un produit qui est encore un petit peu bancal, ou que vous avez juste un design un peu cool, parce que tout le monde peut avoir un design un peu cool, mais vraiment vous êtes en train d'inspirer vos consommateurs. Donc voilà la manière dont Uber inspire ses consommateurs. Je vais vous montrer ensuite comment des concurrents le font, ça n'a rien à voir. Ils ne montrent pas, je vous montrerai après, mais le Cab, typiquement, qui est un concurrent français, il fait ce que beaucoup de startups font, c'est-à-dire en fait, ils font un dessin. Bon, je vais peut-être vous montrer directement. Voilà, ils font un dessin de l'app, c'est-à-dire en fait, ils sont très descriptifs, ils sont rationnels. Ils vous disent que ça va vite, que ça crée de la confiance, que les prix sont fixes et que ça coûte 8$, etc. Donc c'est pas faux, mais c'est juste très descriptif, donc c'est pas inspirant. Et du coup, ça veut dire qu'il s'adresse à la partie très rationnelle du cerveau utilisateur qui s'est dit oui, ça m'intéresse pas. Alors que si je reviens sur l'exemple de Uber, il te dit, si tu utilises Uber, en gros, tu vas own the moment, c'est-à-dire tu es vraiment le roi du monde, en gros, quoi. C'est welcome to anything is possible. Tu vas vivre un truc incroyable, tu es un mec super important, tu vois le chauffeur derrière avec la voiture, donc tu comprends quand même de quoi on parle. C'est pas juste un mec qui est sur le toit du monde. Effectivement, il sort d'une voiture. Mais ce que Uber raconte à ses consommateurs à longueur de temps, c'est quand tu utilises Uber, tu es un mec super important. Quand même, c'est pas cher. Donc ça veut dire que ça a inspiré. Donc ensuite, c'est parler au cœur des gens plutôt qu'à leur esprit. C'est le fond, ce qui est le plus fondamental dans le storytelling, c'est de parler aux émotions. Donc là, c'est Uber qui recrute. Ils recrutent, si vous cherchez un job, vous ne voulez plus finalement travailler dans votre start-up, ils recrutent, mais à tour de bras dans le monde entier. Donc ils ont des listes et des listes de job description. Et donc ça, c'est leur page générale de job. Et donc voilà, ils mettent en avant 3 choses. Pour moi, les titres, en fait, ils sont un peu corporate et des grosses boîtes pourraient utiliser les mêmes titres. Donc Global Impact, Bold Ideas, Passionate People. Mais ensuite, la manière dont ils le décrivent, c'est très très typique de l'esprit d'Uber, qui est finalement un esprit d'entrepreneur. Je ne sais pas si vous avez tellement écouté Travis Kalanick dans des vidéos ou vous avez vu le DG France l'autre jour au lancement de Starter. Mais ils insistent beaucoup sur l'histoire entrepreneuriale. Et en fait, du coup, tout ce qu'ils racontent ensuite, c'est si tu es un entrepreneur et que tu es passionné et que tu veux que chaque action que tu fais ait un impact, viens chez nous. Donc voilà, le premier truc, c'est Every role matters because anything and everything our employees work on affects the daily lives of people around the world. Donc il te parle vraiment à un endroit émotionnel et pas juste tu vas travailler là-dessus et tu seras payé tant. Et l'endroit dans lequel tu vas travailler est super cool. Ce que racontent la plupart des startups. Donc, at Uber, the best idea always wins. We empower our teams to find creative solutions to difficult problems. Donc, il ne te dit même pas que ça va être facile et tranquille, que tu as un super mode de vie. Il te dit que ça va être super dur, mais ça va être génial. Et donc, c'est ça veut dire ça, parler aux émotions des gens, c'est... Après, ça dépend de vos valeurs, et je vais revenir là-dessus. Si vos valeurs, c'est... dans la vie, la vie ne vaut d'être vécue que si on est dans la joie en permanence et que c'est important pour vous, c'est pas du tout ça que vous allez raconter. Mais vous allez raconter autre chose qui va parler à la joie de vivre des gens, par exemple. Il y a des boîtes qui communiquent beaucoup plus sur le côté joyeux et festif. Mais chez Uber, c'est-à-dire du coup, si vous rentrez chez Uber, vous savez pourquoi. Et du coup, ça vous correspond vraiment à vous. Donc évidemment, ça aide de raconter une bonne histoire, ça c'est le plus classique, mais ça aide le bouche à oreille. J'imagine que tous vous savez qu'Uber l'idée est née à le web. Vous le saviez ou pas? Non, vous ne saviez pas? Bon, il y en a peut-être la moitié qui savait. C'est une histoire qu'ils racontent souvent. Donc on ne voit pas bien, mais on voit là les deux cofondateurs devant la Tour Eiffel. Donc ça dit 2 choses de leur histoire. Non seulement ça aide le bouche à oreille, mais ça dit quelque chose de très vrai, de très fort. Ils auraient très bien pu dire notre histoire a commencé à San Francisco, parce qu'en fait l'app elle a vraiment été lancée à San Francisco, pas du tout à Paris. C'est juste qu'ils ont eu l'idée effectivement à le web. Et en fait ça dit 2 choses. Ça veut dire on était à Paris et toute l'expérience d'Uber est sur le côté très classe, qui est beaucoup plus français qu'américain dans certains sens. Donc ça dit aussi on vient à Paris, on aime le côté très lifestyle et classe. Et on était à le web, c'est-à-dire qu'on est des vrais entrepreneurs, et on cherchait une super idée, et donc voilà, on discutait. Et donc
si ça vous intéresse, il a écrit un blog post Travis Kalanick pour raconter comment ils ont eu l'idée. Il raconte que ça, il raconte pas du tout ce que la plupart des startups racontent, c'est-à-dire j'ai rencontré le problème et du coup je me suis dit j'allais faire la solution. Lui, il raconte beaucoup plus un univers et une expérience qui fait que les gens que ça intéresse, en tout cas du coup les entrepreneurs, ça va beaucoup plus leur parler. Donc ça crée des liens évidemment très forts avec vos utilisateurs, c'est ce que racontait Travis Kalanick au début. Donc là c'est un exemple assez intéressant, vous n'en êtes pas encore là évidemment, mais c'est juste pour vous donner un exemple de jusqu'où ça peut aller. Donc je vous disais, Uber a rencontré pas mal de scandales dont on entend plus parler aux États-Unis qu'en France, mais donc en novembre dernier, pour vous resituer le contexte, un des dirigeants de Uber, qui s'appelle Amy Michael, assiste à un dîner qui est un truc un peu mondain, il y a un petit peu des célébrités, il y a un peu le gratin, c'est à New York, et il dit à je ne sais pas qui, mais qui l'a sorti ensuite, si les journalistes continuent à nous faire chier, on va creuser, enfin on va fouiller dans leur vie privée et ils vont voir ce qu'ils vont voir. Donc c'est sorti dans la presse, donc évidemment comme ça concerne les journalistes, ils sont hyper excités là-dessus, à tel point que Travis Kalanick a été obligé de s'excuser. Donc il a fait une série de tweets. Donc déjà l'article là, à gauche est intéressant. To delete or not to delete, that's the Uber question. Et en fait ce qu'elle raconte, en plus un article lifestyle et pas du tout business. Elle parle en fait de l'angoisse, de l'angoisse existentielle, on va dire, des utilisateurs d'Uber, qui savent qu'en fait il y a un problème éthique avec cette boîte et que normalement ils devraient supprimer l'app, mais qu'ils aiment tellement l'expérience d'Uber qu'en fait ils n'arrivent pas à la supprimer. Quand bien même il y a des concurrents. Ils pourraient dire bon bah tant pis, je switch et je prends Sidecar qui est un autre concurrent. Mais Uber a créé un tel attachement émotionnel avec ses utilisateurs que c'est dur pour eux, quand bien même ils entendent. Je pense que on pourrait prendre l'exemple avec des marques comme Nike, par exemple, il y a eu des scandales autour de Nike, ou des marques d'agroalimentaire, ou Apple, qui fait travailler des enfants en Chine. Et bien malgré tout, on est quand même tellement attaché à ces produits-là qu'on ne switch pas forcément parce que cet attachement est émotionnel, il n'est pas rationnel. Et donc Travis Kalanick a fait une série de tweets, un peu en forme de communiqué de presse, on va dire, une série de tweets pour s'excuser. Donc, vous n'arrivez pas bien à lire, mais le fil, bon, je n'arrive pas du coup à lire plus. Mais le premier tweet, c'était très classique de la communication de crise corporate. C'est Emil's comments at the recent dinner party were terrible and do not represent the company. Genre je me détache de ce qu'il a dit. Et après, donc, tweet 4, 5 et 6, et sachant qu'il y en a eu 14, c'est donc instead we should lead by inspiring our riders, our drivers and the public at large. On devrait inspirer les gens. C'est pas du tout ce qu'un CEO d'une boîte classique dirait. Il dirait pas non, on devrait inspirer. Il dirait non, on devrait s'excuser, on ne le refera plus, c'est promis quoi. Ou on va ouvrir une commission d'enquête. We should tell the stories of progress and appeal to people's hearts and minds. We must be open and vulnerable enough to show people the positive principles that are the core of Uber's culture. Donc typiquement encore, enfin moi ça me frappe pour avoir bossé en communication de crise avec des boîtes, jamais une agence vous recommanderait de dire que vous êtes vulnérable. Mais je pense que du coup il a tout compris au storytelling et en tout cas à ce que ça veut dire de créer un lien émotionnel avec les gens. C'est-à-dire que si vous êtes une marque et que vous faites une connerie, et ben, dans le monde actuel, il faut le reconnaître et montrer que vous avez fait une erreur, mais de manière... c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait montrer tout le temps que vous êtes vulnérable. C'est quelque chose que les marques comprennent très très mal aujourd'hui. Je pense que c'est du coup pour ça aussi qu'elles se détachent de plus en plus des consommateurs, qui se sentent considérés plus comme des porte-monnaies qu'autre chose. Mais quand vous avez une marque qui vous montre qu'elle est vulnérable et qu'elle a des défauts, qu'elle n'est pas parfaite, et ben, j'ai d'autant plus confiance et je me sens d'autant plus connectée à cette personne qu'elle est comme moi, en fait. Et en fait, c'est ça le rôle d'un mentor, je vais revenir là-dessus, mais dans le vrai storytelling, le héros de l'histoire, c'est le consommateur, et vous êtes son mentor, vous êtes là pour l'aider à devenir ce qu'il veut être. Donc ça vous rend unique sur le marché, je ne reviens pas là-dessus, ce qu'on a parlé, mais effectivement, Uber, c'est Uber. Le cab, c'est Sidecar, c'est... Plein de concurrents ont le même type de com parce qu'ils s'attachent à ce qui est effectivement la valeur ajoutée. Eux, ils créent une histoire. Lyft est un concurrent qui n'est pas en France mais qui est aux États-Unis, qui a aussi une histoire géniale et c'est un énorme concurrent de Uber. Et eux, ils sont sur une autre histoire qui est la joie justement. Ils ne sont pas du tout sur le côté combatif. Uber est beaucoup plus sur l'accomplissement personnel. J'ai envie d'être quelqu'un d'important et grâce à Uber, je me sens important.
Lyft, il est beaucoup plus sur la communauté. C'est j'ai envie de partager ma voiture avec mes voisins, avec les gens qui en ont besoin. Et je ne sais pas si vous connaissez un peu Lyft, mais ils ont institué un rituel qui est vachement marrant. C'est du covoiturage, hein, tout simplement. Donc déjà, il y a des moustaches roses sur les voitures des gens qui sont des conducteurs de Lyft. Ils ont institué un petit rituel marrant qui est que quand un utilisateur rentre dans la voiture d'un chauffeur Lyft, il doit se faire un fist bump. Genre, yeah. Et donc ça crée, c'est pas du tout l'expérience d'Uber, quoi. Ça crée tout de suite un sentiment de joie, de on est potes, alors qu'ils se connaissent pas du tout, quoi. Et, voilà, et Driving You Happy, c'est ça. C'est-à-dire qu'évidemment, ils jouent sur Driving You Crazy. Mais ils te racontent, voilà, et pourtant, on peut dire que c'est pas très très différent de j'appuie sur une app et j'ai une voiture qui arrive, quoi. Donc ça permet aussi, quand on pense storytelling, les éléments de l'histoire sont un peu clairs dans notre tête, ça permet aussi d'identifier parfois des zones d'ombre, hein, des choses qui sont là où on n'est pas forcément en cohérence avec l'histoire qu'on raconte. Donc par exemple, Uber, je pense qu'ils ont ils n'ont pas un problème, mais ils ont un élément à résoudre dans leur communication qui est qu'ils ont commencé en fait par être un service de limousine à la demande. Au départ, c'est vraiment des limousines. Et petit à petit, comme ils ont vu que les gens étaient très sensibles au prix, et typiquement que Lyft était en train de leur brouter la laine sur le dos, ils ont créé Uber Pop, qui est du covoiturage. Donc covoiturage, c'est ça, c'est plus ça. Hein. C'est effectivement le mec, ton voisin ou Monsieur Michu, qui te prend dans sa Twingo et t'es plus le mec qui se sent super important. Donc voilà, est-ce qu'à un moment, le fait de dire qu'on a un chauffeur privé et quand c'est Raymond qui nous prend sa voiture, voilà, il faut réfléchir, est-ce qu'on raconte toujours la bonne histoire? Donc là, souvent quand on pense à son histoire, donc là, vous pouvez vous mettre à la place de ce que je vais raconter, on va souvent penser en termes de feature, c'est-à-dire c'est quoi la description de mon produit, c'est quoi les performances de produit, est-ce que je suis meilleur que les autres, est-ce que je suis leader, voilà. Et en fait, c'est pas ça l'histoire. On pense aussi souvent à l'histoire de sa compagnie, enfin de sa start-up, c'est-à-dire l'histoire de la team, comment elle s'est rencontrée, pourquoi on a eu l'idée, pourquoi on est les meilleurs, pourquoi on a une expertise particulière sur le sujet. On pense aussi à ses valeurs. Nous on pense que l'intégrité dans une boîte, c'est ce qui est le plus important, etc. C'est pas ça l'histoire non plus. L'histoire que vous devez raconter, c'est l'expérience de l'utilisateur. L'expérience, ça veut dire qu'est-ce qu'il ressent. C'est vraiment un truc d'émotion. Hein. C'est qu'est-ce qu'il ressent quand il est tout seul avec votre produit dans les mains ou tout seul devant le site. C'est quoi l'histoire qui se raconte? Comment il se sent, c'est-à-dire comment il se perçoit lui-même quand il utilise votre produit. C'est quoi ce qu'il va vivre? Ou alors, en allant un peu plus loin, si vous faites un peu de com sur votre boîte, c'est-à-dire à chaque fois en fait, qu'il va entendre parler de vous, il faut que l'expérience soit cohérente. Si votre produit, c'est un produit très joyeux, et que votre com de boîte, elle est ultra corporate et classique, il y a un désalignement à un moment. Donc vous avez intérêt en fait à vraiment à tisser le fil, continuer la même histoire, pour que l'expérience soit toujours la même, soit vraiment cohérente et d'autant plus forte. Donc encore une fois, pour reprendre l'exemple d'Uber, il raconte que l'histoire que ce que vous allez vivre dans Uber, c'est vous êtes un mec super important. Bah lui, il passe son temps à raconter qu'il est hyper content d'avoir réussi, qu'enfin il est en train de lever des milliards et qu'il est dans le monde entier et qu'il est hyper content. Et c'est complètement cohérent avec l'expérience qu'il vous raconte. C'est pas un mec super humble qui est contre la richesse et contre la réussite sociale. Au contraire, il le vit au quotidien. Donc voilà, il y a une espèce de tunnel qu'il faut arriver. En fait, il faut vraiment trouver la quintessence du coup de l'expérience. Et donc, c'est la somme, c'est des petites choses que vous allez trouver. Évidemment, vous n'allez pas l'inventer comme ça, ex nihilo. C'est en travaillant sur qu'est-ce que c'est votre produit, c'est quoi les valeurs, c'est quoi votre leadership, c'est quoi votre techno, vos features, etc. Donc, il faut arriver à inspirer avec tout ça. Donc, les ingrédients d'une bonne histoire, c'est quoi? C'est travailler sur deux protagonistes qui sont le héros, qui est votre utilisateur. Et c'est quoi ses espoirs, ses frustrations, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Et le mentor, qui est votre marque, qui va le guider pour arriver à être ce qu'il veut être. Il faut arriver à trouver une tension, ce que je disais au début, c'est-à-dire une histoire, c'est un doigt pointé vers quelque part. Donc ça peut être entre ce qu'on peut faire aujourd'hui et ce on va faire demain, ou ce qu'on ne pouvait pas faire hier et ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ça peut être aussi une tension entre un marché un peu traditionnel sur lequel vous êtes
et vous apportez des valeurs un petit peu différentes, ça peut être aussi une tension. C'est-à-dire que votre utilisateur, à un moment, il va se dire « Ah, c'est pas commun, je sens qu'on me raconte une autre histoire que ce que j'entends depuis toujours. » Et évidemment, c'est de l'émotion plus que de la raison. Donc là, c'est quelque chose d'important. Ce qu'il faut arriver à trouver, en fait, pour trouver le ressort émotionnel qui va faire vibrer et inspirer votre utilisateur, c'est que vous partagez avec lui un secret. Donc je m'explique. Donc là, au début, c'est une citation, je ne me souviens plus qui l'a dit, donc je n'ai pas pu dire l'auteur, mais ça dit le fait d'aller sur un marché, de vouloir conquérir un marché, sans comprendre la manière dont votre utilisateur voit le monde, c'est comme d'essayer de crocheter une serrure et de ne pas avoir remarqué si c'était une combinaison ou si c'était une clé qu'il fallait utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, les histoires qu'on aime, c'est des histoires qui nous révèlent un secret qu'on ne s'était pas avoué et que tout à coup on nous dit et que le mentor vous dit « moi aussi je suis comme toi ». Et donc je me sens proche de lui et je me dis « il me comprend ». Et en plus, il a envie de m'accompagner vers ça. Typiquement, par exemple, je prends l'exemple de Nike. Nike qui vend des chaussures, donc il n'y a pas plus banal comme produit à vendre. Quand bien même, ils ont fait beaucoup d'innovations, etc. Mais ça reste quand même des baskets. Des jolies baskets, mais quand même. Le secret qu'il a trouvé dans l'esprit de leur utilisateur, c'est « j'ai envie d'être un champion, je sais que je ne serai pas, mais ça me fait rêver ». Il s'adresse aussi à des athlètes qui, eux, pour le coup, travaillent vraiment pour ça. Et je sais que je dois souffrir pour y arriver. Et just do it, ça veut dire tu as la trouille, ça fait mal, il fait froid, tu n'as pas envie de sortir, mais tu sais que si tu veux y arriver, il va falloir que tu en baves et que tu souffres et que tu y ailles. Donc vas-y. Ça ne dit pas je sais que tu veux des jolies chaussures ou je sais que tu veux des chaussures confortables ou je sais que tu as mal aux pieds avec tes baskets. Ce qui, normalement, serait les ressorts un peu classiques d'un mec qui veut vendre des chaussures. Donc voilà, il faut arriver à trouver le secret. Et pour ça, il faut avoir beaucoup d'empathie. Quand on n'a pas du tout d'empathie, en général, on a beaucoup de mal avec le storytelling. Parce qu'il faut arriver à le comprendre intimement, votre utilisateur. Donc, soit vous êtes votre utilisateur, du coup, vous pouvez puiser en vous. Mais c'est bien aussi de super bien connaître et du coup bien identifier la personne à qui vous adressez. Donc comme je disais, le consommateur, c'est l'héros de votre histoire. Donc il faut identifier qu'est-ce qui l'empêche d'être vraiment heureux, ou c'est quoi ses aspirations, qu'est-ce qu'il aimerait être, quoi. Et vous allez le empower, c'est-à-dire l'aider à accomplir ce rêve, en trouvant les bons mots, les bonnes images, et en étant cohérent dans tout ce que vous faites avec l'image que vous voulez dégager. En étant crédible, c'est-à-dire qu'un mentor, on a envie de le suivre quand il vous dit « just do it » parce qu'on croit qu'on peut lui faire confiance. Donc il y a des preuves à apporter de votre crédibilité. Et encore une fois, vous êtes plus l'ami, le confident que le super-héros. Il ne faut pas que vous considérez votre marque comme un super-héros qui va résoudre tous les problèmes. Effectivement, vous avez l'expérience qui vous permet de dire à votre consommateur tu peux me faire confiance, je sais de quoi je parle. Mais vous pouvez aussi avoir des défauts et encore une fois, vous ne devez pas vous considérer comme un super-héros, sinon lui il est en dessous de vous, quoi, et normalement il est au-dessus. Donc l'histoire un peu qui doit vous guider, que j'appelle la North Star Story, qui est un peu votre étoile du berger. C'est tout ça le travail qu'il faut faire, c'est-à-dire définir un peu qui est votre héros, c'est quoi, comment il voit sa vie, le monde, etc. Vous croyez en quoi, vers quoi vous voulez l'emmener, c'est quoi votre mission, et ensuite tous les événements que vous allez créer autour de votre marque va raconter donc cette histoire qui lie le héros et le mentor autour d'un secret partagé. Ouais. Oui, vous pouvez l'avoir. Ouais. Donc, il faut que vous trouviez le mentor qui est en vous. Pour ça, donc, on va travailler ensemble aujourd'hui sur votre mission. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Pourquoi vous êtes venu chez Starter? Pourquoi vous voulez créer cette boîte? C'est quoi vos valeurs? Donc, je vais y revenir. C'est en quoi vous croyez au-delà de juste du produit que vous voulez créer.
Et qu'est-ce qui vous rend unique? Surtout, je ne sais pas trop si vous avez déjà des concurrents identifiés sur votre marché, mais si vous avez des concurrents, c'est encore plus important d'être unique. Et si vous n'avez pas aujourd'hui des clients, mais que vous allez arriver à prouver que votre solution est la bonne, bah, vous allez avoir des concurrents quoi qu'il arrive. Donc vous avez intérêt à devenir très identifiable tout de suite. Donc il faut trouver aussi le héros qui est en votre utilisateur. Donc travailler sa personnalité, c'est quoi son style de vie, donc vraiment comprendre intimement. Et quelles sont ses peurs et ses espoirs, hein. Sachant que, encore une fois, ses peurs, c'est pas de ne pas avoir votre produit. Ça va bien au-delà, c'est quelque chose qui concerne sa vie, son intimité. Je vous donne un autre exemple, Dove. Je ne sais pas si vous avez encore en tête les pubs Dove. On voyait des femmes un peu rondes, en petites culottes, qui s'affichaient en 4x3 dans les villes. Et qui racontaient aux utilisatrices, pas je sais que tu as envie d'avoir un savon qui donne la peau douce, ou qui t'empêche d'avoir des allergies, ou je ne sais quoi. Ou que tu as envie d'avoir du savon où il y a du lait dedans, parce que c'était ça leur produit, c'était avec un tiers de lait ou je ne sais pas quoi. Ce qu'il a identifié comme secret dans la tête des femmes, c'est je me sens pas belle, quand bien même je fais du 36. Je me sens pas assez ceci, pas assez cela. Et Dove dit, mais si tu es belle, assume-toi comme tu es, car tu es magnifique. Et chacune d'entre nous, on a tous nos défauts, mais c'est ça aussi qui nous rend unique et belle. C'est quelque chose que aucune marque n'avait dit jusqu'à présent. Donc, c'est aussi des statements très forts, d'oser aller à l'encontre des idées reçues, mais il faut que ça corresponde à quelque chose qui touche vraiment intimement votre utilisateur. Et enfin, donc, il faut trouver la tension un peu dans votre histoire. Donc, je donnais quelques exemples. Homejoy, est-ce que vous connaissez Homejoy? Non, plus ou moins. Donc Homejoy, c'est le Uber des femmes de ménage. Donc, il vient de débarquer en France il y a quelques mois, je crois. En gros, c'est vous t'appuies sur un bouton et il y a une femme qui vient faire ménage chez toi, ou un homme. Donc c'est plus ou moins un produit tech, mais vraiment comme Uber, c'est-à-dire ça mélange le lifestyle et le tech. Et donc, ils arrivent sur un marché qui est le marché des prestataires en cleaning, enfin, je ne sais pas comment on dirait, qui a une communication très, beaucoup sur la propreté, en fait, qui est vraiment la base du sujet. Et eux, toute leur communication, c'est sur la joie de vivre. En fait, ce qu'ils racontent Homejoy à cet utilisateur, c'est tout ce que tu vas pouvoir faire pendant que tu ne fais pas le ménage. Plutôt que de te raconter que tu vas avoir un endroit super propre, qu'enfin tu vas tuer tous les microbes, etc. Donc, ils ont créé une tension entre le produit qui est hyper... qui te raconte une histoire un peu cheap sur ta vie, quoi, que tu dois faire le ménage pour que ce soit propre, et une histoire un peu marrante sur... la personnalité de la marque, c'est vraiment que la joie. Un autre exemple, Zappos, qui est donc la vente en ligne de chaussures, j'ai regardé leur site, ils vendent vraiment des chaussures de base, genre une commodité. Et en fait, la tension qu'ils ont trouvée, c'est en proposant un service totalement banal, mais en apportant un service client exceptionnel. Le claim de Zappos, c'est « Delivering Happiness ». C'est « Je sais que tu n'as pas de fric et que tu es obligé d'acheter tes chaussures sur mon site. Je sais que ça te fait chier d'aller dans les magasins pour t'acheter des chaussures. » Ça, c'est plutôt le côté peut-être masculin du client. Et bien malgré tout, tu ne vas pas avoir un service client cheap. Tu vas avoir un service client exceptionnel. Et ça, chez les gens, ça provoque un truc de dingue. Parce que ils sont pas si tu achètes des produits de luxe, évidemment, tu t'attends à un service client de luxe. Mais quand tu achètes un produit banal, tout à coup, ça t'emmène dans une autre dimension, qu'on t'offre un truc qui n'a rien à voir avec les standards du marché. Donc, deux autres exemples rapidement. Infinite, donc c'est je ne sais pas si vous connaissez. C'est des Français qui ont fait ça. C'est un site d'échange de fichiers volumineux. Un genre de Dropbox, mais beaucoup plus rapide. Et alors, eux, la tension qu'ils créent, c'est que... donc, à la base, ce qui est marrant, c'est que sur le service de l'échange de fichiers, le secteur est un secteur plutôt complexe, c'est-à-dire qu'il apporte de la complexité parce que c'est, je sais pas, c'est beaucoup de data centers, je sais pas quoi, je ne connais rien. Donc, a priori, une image plutôt de techno, genre on vous apporte l'efficacité, etc. Dropbox, quand ils arrivent sur le marché, ils disent, nous, on va rendre ça hyper simple. Donc, toute l'image de Dropbox, c'est une petite boîte, c'est des petits traits, c'est hyper épuré, c'est vraiment la simplicité de Dropbox. Et Infinite, une autre startup qui arrive derrière,
et qui dit nous, on va vous rendre ça super beau et en plus super drôle. C'est-à-dire que toute leur com, elle est hyper drôle. Et donc là où il y a une tension, c'est que quand on est dans un univers très très beau, très design, etc., en général, le discours, il est très aspirationnel, pareil, il peut tendre un peu vers le luxe, ou vers le côté un peu bobo, sympa, mais quand même un peu classe. Et eux, il y a une photo de Jacques Chirac en 78 sur leur blog, qui fait comme ça, là, il fait son discours. Voilà, tout leur blog est super drôle. Donc pareil, ça crée une tension parce qu'on est surpris, et en même temps, c'est quelque chose qui fait plaisir, parce qu'on se dit, mais pourquoi pas être sur un site qui est un peu marrant, quand c'est tellement pénible d'envoyer des fichiers lourds, on attend pendant 1 heure que ça download, et eux, ils vont apporter quelque chose d'unique. Et donc Uber, c'est pareil, c'est un peu comme HomeJoy, c'est le côté très luxueux du chauffeur privé et très techno de toute l'expérience qui font vivre sur l'app. Donc les ingrédients du storytelling d'Uber, pour donner l'exemple tour d'Uber. Donc le mentor, a priori c'est quand même la figure de Travis Kalanick qui est la plus forte, quand même il y avait 2 cofondateurs, l'autre on ne connaît pas trop. Donc ce que nous on voit du mentor ou de la marque telle qu'elle se raconte tout le temps, au-delà même du discours de Travis Kalanick, c'est plutôt un mec, il est charismatique, il a fait beaucoup de boîtes, et vraiment il a peur de rien, c'est-à-dire que les taxis, même pas peur. Le héros auquel il s'adresse, l'utilisateur, c'est aussi plutôt un homme à mon avis dans leur communication qu'une femme, pas très féminin comme com. On va dire qu'il vit plutôt à San Francisco parce que c'est un endroit où effectivement le problème des taxis était beaucoup plus fort que dans d'autres villes. Et c'est un mec qui bosse dur et parce qu'il a vraiment envie de gagner de l'argent et il a envie de se faire plaisir, c'est un mec qui aime bien jouir de la vie. Sa peur, c'est que les gens ne voient pas son vrai potentiel, ou l'image inversée de ça, son rêve, c'est d'y arriver, c'est de devenir vraiment quelqu'un d'important, parce qu'il sent qu'il a le potentiel de devenir quelqu'un d'important. Et donc le call to adventure, la promesse de Uber, je l'ai résumé en climb to the top, c'est-à-dire en gros just do it, mais vas-y, réalise-toi, deviens effectivement quelqu'un d'important. Et c'est vrai que quand on te donne l'expérience du chauffeur privé, quelque part tu prends goût. Donc tu as envie d'être cette personne. Donc voilà, avec Uber, tu vas pouvoir être cette personne. Donc la promesse, c'est un chauffeur privé, sans les inconvénients liés au fait d'en avoir vraiment un. Et la preuve, c'est tout simplement l'app, pour le coup. C'est un service de voiture à la demande. Donc, ouais. En fait, ils communiquent sur les deux. Très longtemps, ils ont communiqué beaucoup plus sur la partie utilisateur. Parce que, en fait, c'est toujours le problème des marketplaces, vers qui on communique en premier. Et en général, il faut communiquer auprès des gens qui sont les plus difficiles à convaincre. Or, c'était plus facile de convaincre des gens qui avaient besoin de gagner d'argent en travaillant que de gens qui pouvaient utiliser le service, c'est un service assez cher à la base. Donc, toute leur com du début, c'était beaucoup plus sur les utilisateurs. Mais leur claim, typiquement, c'est « Everyone Private Driver ». Voilà, ils parlent plus à l'utilisateur qu'aux chauffeurs. Après, ils ont une com spécifique pour les chauffeurs, parce qu'ils ont commencé à avoir des problèmes aussi avec les chauffeurs. Et donc, ils essaient de montrer que même avec les chauffeurs, tu vas gagner vachement d'argent, mais c'est une com un peu différente. Et sur leur site, ce qu'on voit, c'est beaucoup plus utilisateur que le chauffeur. Donc, les bases je sais pas, vous avez peut-être eu un cours d'ailleurs déjà sur le pitch, l'elevator pitch. Mais bon, je reviens dessus vite fait. Donc évidemment, il faut être bref. Vous savez que le elevator pitch, c'est le pitch qu'on fait dans l'ascenseur quand on a 30 secondes pour convaincre quelqu'un. Les basiques, il faut évidemment toujours dire on règle quel problème pour qui. Et ensuite, il faut ajouter des détails spécifiques qui sont adaptés à la cible, je vais y revenir, à laquelle vous parlez. Il faut vraiment essayer de faire simple. Souvent, quand on doit ultra résumer ce qu'on veut dire, on utilise des mots complexes qui vont essayer de contenir le plus d'informations de ce qu'on veut dire. Et en fait, il faut faire l'exercice inverse. Il faut enlever le maximum d'informations qui sont au final en fait redondantes, souvent par rapport à ce qu'on est en train de dire. Donc il faut trouver des mots vraiment simples. Il n'y a rien de pire que de ne pas se faire comprendre en 10 secondes, mais c'est vraiment l'enjeu. Donc si déjà on arrive à faire ça, c'est bien. Ensuite, si vous pouvez exciter un peu l'imagination de la personne à qui vous adressez en ajoutant un contenu émotionnel, je vais y revenir, c'est encore mieux. Et si vous avez un peu plus de temps que les 30 secondes réglementaires de l'elevator pitch, vous pouvez raconter une petite histoire
très courte, vraiment qui prend 30 secondes, voire moins, qui raconte soit l'expérience de l'utilisateur quand il utilise votre produit, parce que parfois vous ne pouvez pas le montrer toujours, soit si la team est vraiment importante, raconter en 2 secondes d'où vous venez, pourquoi c'est vous qui êtes le mieux placé pour faire cette startup. Ou alors si le problème n'est pas évident, c'est le problème qu'il faut raconter, et donc là aussi une petite histoire qui raconte le problème. Et si vous pouvez faire une démo, évidemment, c'est toujours mieux. Donc souvent on veut tout dire, et en fait il ne faut pas tout dire. Il faut vraiment mettre l'accent, quand on n'a vraiment que 30 secondes, que sur qu'est-ce qui est le plus important chez vous. Parfois c'est pas forcément la solution, parfois c'est le problème le plus important, parce que la personne ne le connaît pas. Donc parfois c'est la taille du marché, parce que peut-être dans la tête de la personne, elle va se dire mais est-ce qu'il y a un marché pour ça? Parfois c'est la team, elle a une expertise tellement unique que c'est hyper important que dans la tête de la personne, c'est évident que vous allez y arriver, parce que vous êtes vous. Donc voilà, ça peut être plein d'autres choses, à vous de voir ce qui est le plus important. Et donc le plus important, moi c'est le défaut que je vois le plus souvent quand les startups pitch, c'est qu'elles répètent le même discours quelle que soit la cible. Et c'est très important, comme je vous dis, le storytelling s'adresse à ce qu'il y a dans la tête de l'utilisateur et ce qui va le faire vibrer, donc faut que vous l'anticipiez. En fait, du coup, il faut avoir plusieurs pitchs de près. À mon avis, les 3 pitchs ou les 2 pitchs que vous pouvez avoir, c'est le consommateur et l'investisseur. Ils n'ont pas totalement la même chose dans la tête. Parce que la question à savoir, c'est est-ce qu'ils ont le problème eux-mêmes ou pas du tout? S'ils ne sont pas du tout concernés, il faut raconter le problème. S'ils sont totalement concernés, il ne faut pas raconter le problème. C'est redondant. Est-ce qu'ils vont tout de suite penser à vos concurrents? Donc c'est typiquement Infinite avec Dropbox. Ils étaient obligés de mentionner Dropbox tout de suite parce qu'ils savaient que dans l'esprit de leur interlocuteur, pendant qu'ils racontaient ce qu'était Infinite, le mec se disait non mais Dropbox le fait déjà, Dropbox le fait déjà, Dropbox le fait déjà. Ça ne sert à rien ce que tu me racontes. Alors que s'ils commencent par Dropbox, donc Dropbox prétend qu'ils sont simples, mais en fait il faut 8 étapes pour arriver à télécharger une vidéo ou un dossier volumineux grâce à Dropbox. Infinite le fait en un clic. Voilà, c'est ça leur pitch. Est-ce que c'est important pour eux qu'ils sachent comment vous ferez de l'argent? Pour un utilisateur, probablement pas. Pour un investisseur, probablement. Donc il faut que vous puissiez le synthétiser aussi. Donc voilà, un early adopter, c'est plutôt la solution et la mission qu'il faut raconter. Un VC, c'est plutôt le business model, la taille du marché et la team. Un journaliste, il va être intéressé par dans quelle tendance vous vous inscrivez. Si vous pouvez lui dire, franchement, les journalistes, c'est enregistré, mais je couperai au montage. C'est très basique, un journaliste, en fait. Il veut juste que vous l'aidiez à écrire un article qu'il n'a pas déjà écrit et qui va intéresser ses lecteurs. Et qu'est-ce qui intéresse ses lecteurs? Un truc totalement nouveau qui vraiment le concerne et qui va l'exciter, qui va être un truc vraiment sympa. Ou vous vous inscrivez dans une tendance de marché. Donc typiquement, c'est aussi pour ça que plein de startups disent « je suis le Uber de machin » ou « je suis le… » Maintenant, j'entends plein de startups qui disent « je suis le Slack de machin ». C'est con, mais un journaliste, pour le coup, ça marche. Un consommateur, pas forcément, parce qu'il ne connaît pas forcément tout. Bon, Uber, il commence à connaître, mais après, si vous adressez à un public qui n'utilise pas forcément Uber, ça ne va pas lui parler. Un journaliste, ça va lui parler. Donc aussi, il faut penser à s'adapter à son contexte. On ne pitche pas de la même façon quand on… déjà, quand on a 30 secondes, 1 minute, 5 minutes ou un quart d'heure. Si vous avez une intro auprès d'un investisseur et qui vous accorde, à mon avis, un quart d'heure, vous avez un quart d'heure pour le convaincre. Si vous êtes dans un salon professionnel et que ça défile, vous avez 10 secondes. Est-ce que la personne va entendre plein de pitchs dans la même journée ou pas? Si c'est un consommateur que vous rencontrez dans un contexte particulier, probablement pas, donc vous pouvez plus y aller. Quelqu'un qui est pitché à longueur de journée, notamment dans un salon ou lors d'un démodé, ou comme vous avez fait lorsque vous avez pitché devant tout le monde et que vous étiez, je ne sais pas combien, 15, 20, voilà, l'attention des gens en face n'est pas la même. Donc typiquement, dans ces moments-là, il faut vraiment sortir du lot, avoir un truc super marrant à dire, beaucoup plus que quand on est tout seul, la personne n'entend pas de pitch à longueur de journée, et vous pouvez être plus dans l'interaction plus humaine, on va dire, entre guillemets. Alors qu'il y a une espèce de… Quand vous êtes en démodé, il y a un côté un peu plus performance, en fait, qu'il faut assumer. Et si évidemment vous pouvez montrer votre produit, vous ne pitchez pas pareil que quand vous ne pouvez pas le montrer. Donc ça, c'est un… Il y a plein de canevas de pitch, vous pouvez en trouver sur Internet des dizaines, voire des centaines. Moi, c'est celui que j'utilise. Ça ne veut pas dire qu'il faut le dire exactement comme ça,
C'est juste que c'est des éléments intéressants à travailler et ensuite il faut élaguer. Donc moi, mon modèle, c'est pour telle cible qui a telle peur, tel espoir, ma marque fournit tel produit, vous le décrivez, qui a telle promesse et qui remplit cette promesse grâce à telle preuve. Est-ce que je l'explique après? Oui. Donc l'audience, c'est l'audience spécifique à laquelle vous adressez, donc très spécifique. Je vous disais, il faut vraiment connaître son style de vie, ses personnalités, qu'est-ce qu'elle aime ou pas. Et en plus, idéalement, il faut être, oui c'est ça, il faut être pertinent un peu sur le type de gens, pas juste, c'est pour les femmes de 30 à 50 ans. C'est pour les femmes qui aiment particulièrement la mode. Par exemple, je pense au turban. Je pense qu'une femme qui va porter un turban, c'est une femme qui a une aspiration particulière, enfin qui a un rapport à la mode et à son apparence beaucoup plus fort que n'importe quelle femme. Donc, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle désire, qu'est-ce qu'elle espère, etc. La value proposition, donc ça c'est la vôtre. La promesse, c'est un peu votre mission. Et la preuve, c'est comment est-ce qu'on peut être sûr en 2 secondes que oui, vous êtes la bonne personne pour remplir cette promesse. Enfin, ou la bonne start-up. Donc si je reprenais l'exemple de Uber, donc l'audience, c'est les gens qui vivent dans des villes, qui ont un peu de moyens. Donc j'ai mis entre parenthèses qu'aujourd'hui, c'est moins le cas, parce que les prix ont baissé. Sa peur ou son espoir, c'est qu'elle déteste se retrouver bloquée. Donc c'est typiquement leur premier cible, je ne sais pas si vous savez, c'était les gens qui sortaient le vendredi soir, le samedi soir. Et donc il y avait tellement de gens qui sortent en même temps, à un moment où il y a tellement peu de taxis, que tu peux attendre une demi-heure avant de trouver un taxi. Ou les gens aussi qui détestent l'expérience du taxi. Donc le produit, c'est une app qui connecte instantanément les chauffeurs et les utilisateurs. La promesse, c'est une expérience vraiment classe où tu vas te sentir important. Et la preuve, donc dans le pitch, de Tech Cocktail là, que je vous montrais, en fait, pendant 5 minutes, il commence par expliquer à quel point sa techno est complexe. Pour un utilisateur, c'est probablement pas utile. Pour un VC, c'est hyper important de se dire qu'il y a une barrière à l'entrée très haute et que tout le monde ne va pas pouvoir le faire aussi facilement. Donc voilà, donc ça c'est si elle écrit d'une seule traite. Et en fait, je pense que tu peux carrément le réduire. Il y a plein de choses que tu peux enlever parce que parfois c'est redondant. Tu n'es pas obligé de dire que c'est pour les gens qui habitent dans les villes. A priori, si tu as besoin d'un chauffeur privé, c'est que tu habites dans une ville. Les gens percutent que ce n'est pas forcément la campagne. On peut enlever aussi le fait qu'on déteste, pour le coup, pas arriver à trouver taxi, c'est évident. Mais en gros, ça donnerait Uber est une app qui connecte instantanément les gens avec des chauffeurs privés et qui offre une expérience classe, quoi. Et donc, eux, leur claim, c'est Uber is everyone's private driver. Donc, je vais vous montrer maintenant comment lui, il pitch, ce qui n'est pas mon pitch, pas celui que j'ai fait. Donc, voilà, bon, c'est un peu marrant parce qu'en fait, ça fait 5 minutes qu'il raconte toutes ses performances, etc. Et à un moment, il se rend compte qu'il a oublié de dire ce que c'était, Uber. What we're tapping into. So Uber fun. Because you don't want to just be efficient. We're efficient, man. We're gnarly efficient, but we're also fun. So we did this thing at South by Southwest. I'm not sure if any of you guys were there, but we basically said, normally, oh, I didn't even describe what Uber is. I can't believe it. Holy shit. Okay, I'm going to just... I know what it is. All right, so I can't believe I started this without saying it, though. So Uber is an on-demand, what did you say? No. Is an on-demand black car service, on-demand town car service. What we like to say is everyone's private driver, right? Whip out your iPhone, push a button, and in 5 minutes a car appears, right? And you're like, how did that happen? I'm living in the future. What's going on? And you can see on your iPhone, you can see the car coming to you. Now, of course, you can do this on Android, too. Or if you are a BlackBerry user and you haven't switched yet, you can text us your address or location, just cross streets, and the same thing will happen. But on the BlackBerry, you can't see the car coming to you. How much time do I have? Donc voilà, donc c'est un vrai showman. Donc voilà, il lui a fallu 20 secondes pour que je pense que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Et donc,
Oui, donc pour mémoire, ça date de juin 2011, donc effectivement tout le monde ne connaît pas Uber à l'époque. Donc la première phrase, c'est effectivement, il résume c'est quoi sa proposition de valeur, c'est-à-dire concrètement qu'est-ce qu'il fait, c'est la première chose qu'il faut dire pour poser le cadre, voilà ce que je fais. Deuxième phrase, il dit sa mission, et en fait c'est ça qui me tue, c'est à quel point leur mission était claire et belle, mais depuis le premier jour, c'est-à-dire la première communication, c'est Everyone Private Driver. Ils sont vraiment focus depuis le début là-dessus, ils n'ont jamais changé. Donc, what we like to say, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la manière dont ils l'amènent. C'est pas mécanique. C'est voilà, comme nous, on aime le définir, parce que ça fait un peu slogan, donc ça peut faire artificiel. Si effectivement vous avez un slogan, tu peux dire, nous, en général, on résume notre mission de cette façon-là, et après, vous dites votre truc. Et ensuite, il décrit l'expérience utilisateur. Bon, il l'écrit de manière super marrante, parce qu'il est aussi face à des entrepreneurs, et il fait un peu son show. Mais ça passe super bien, c'est-à-dire qu'il raconte non seulement l'expérience utilisateur concrètement, donc tu sors ton iPhone, tu appuies sur un bouton et 5 minutes après, tu as une voiture qui arrive. Mais en plus, ce que je trouve assez fort, c'est qu'il le raconte comme si c'était un truc de dingue, alors que s'il ne le dit pas, potentiellement on peut se dire oui, ok. Mais il te met dans la peau de quelqu'un qui le vit, il te dit, et là tu te dis, c'est dingue, comment ça se fait, mais j'ai l'impression de vivre dans le futur, et qu'est-ce qui se passe? Donc, vous pouvez aussi en rajouter là-dessus. Du coup, ça, c'est le côté un peu fun du storytelling, c'est que si vous arrivez à identifier ce qui va un peu marcher, on va dire de manière un peu vendeur de tapis, on va dire, les arguments qui font mouche, et ben voilà, il faut les sortir, il faut les utiliser, et il ne faut pas avoir peur, quoi. Et après aussi, un élément intéressant, il va jusqu'au bout de dire, et si vous avez un BlackBerry, ben ça, c'est le côté, il a compris que dans la tête des gens, c'est, ouais, mais moi j'ai un BlackBerry, comment je fais pour... C'est-à-dire qu'il s'adresse vraiment, il va jusqu'au bout de son marché et il n'hésite pas à donner des détails très pratiques parce qu'il sait ce qui se passe dans la tête des gens. Et je pense qu'il a l'habitude d'avoir des gens qui lui disent oui, mais moi j'ai un BlackBerry, donc comment je peux voir ma petite voiture qui arrive. Donc voilà. Donc maintenant, on va travailler sur vos histoires. Donc je vais repasser quand même un petit quart d'heure ou 10 minutes pour vous expliquer un peu les étapes. Donc ça, c'est les étapes qu'on ne fera pas. Que si ça vous intéresse d'aller vraiment au bout du storytelling, parce que là je vais travailler vraiment que le pitch, donc le storytelling étant le branding et vraiment toute votre image de marque et toute votre histoire en monde de fond, vous pouvez le faire sur la plateforme La Haute Story. Donc il y a 6 exercices et moi je vais vous en faire travailler 2 aujourd'hui. Donc là je vais vous raconter des exercices. Donc j'ai dit à Diane, si vous voulez vraiment le faire, c'est un peu long à faire, ça demande de l'engagement on va dire, c'est pas un truc automatique qui se fait en 5 minutes. On n'appuie pas sur un bouton et on a un storytelling qui arrive. Donc c'est 29 € pour avoir accès à tous les exercices et tous les cours en ligne. Donc si vous êtes prêt à payer 29 € pour vraiment le faire, moi après gratuitement je vous fais le feedback, qui est normalement à 300 €. Bon, ouais, c'est ça le deal. Donc inspirez votre audience, donc ça c'est vraiment travailler le héros. Donc comme je vous disais, c'est arriver à le faire sentir le héros qu'il a envie d'être. Ça veut dire connecter totalement avec son style de vie. Donc ça, à chaque fois, c'est des photos vraiment d'Uber qui est un peu sur le carrousel de leur site. C'est des photos hyper inspirantes. Franchement, ça coûte pas cher. Même parfois, ça coûte 0 € de trouver des super belles photos sur Internet. C'est assez long. C'est un travail fastidieux parce que souvent, elles sont trop petites ou elles sont pas parfaites ou elles sont banales. Mais si vous prenez le temps de vraiment trouver des super belles photos, c'est hyper inspirant une photo. Bon après, c'est pas forcément lié à votre service, faut voir, hein, c'est pas une règle absolue. Mais... Donc faites attention. Donc sur mon site, voilà, et trouvez leur secret. Donc ça c'est l'exercice du site. J'ai fait des petites captures d'écran. Donc le héros, le premier exercice, c'est je vous demande de mettre dans la tête de votre consommateur et je vous fais une interview en fait. Et donc vous devez totalement éliminer qui vous êtes et vous mettre vraiment dans la peau de cette personne-là. Donc vous dites je, par exemple je suis une femme et vous êtes un homme en vrai, et vous essayez vraiment de vous connecter. Et la seule manière de réussir cet exercice-là, de mon expérience, c'est surtout de ne pas prendre l'utilisateur moyen tel que vous l'imaginez, parce que c'est la meilleure manière de rester sur des clichés en fait. Et si vous trouvez des clichés, vous pouvez être sûr que tous vos concurrents vont avoir les mêmes clichés. Alors que si vous prenez vraiment quelqu'un que vous connaissez vraiment, donc ça peut être soit quelqu'un de votre entourage ou vraiment quelqu'un avec qui vous avez beaucoup parlé, vous savez vraiment qu'est-ce qu'il y a dans la tête. Enfin, vous pourriez imaginer en tout cas les réponses qu'il donnerait à ce questionnaire.
Moi, je sais que pour mon propre storytelling, j'avais utilisé un entrepreneur, et donc j'ai vu beaucoup d'interviews de lui, qui est un entrepreneur américain, qui est le CEO de Pinterest, pour l'anecdote. Je me suis imaginé ses réponses parce que j'ai tellement lu, et je trouvais qu'il correspondait bien à moi, à qui je voulais parler. Donc voilà, c'est pas forcément quelqu'un de votre entourage, mais prenez vraiment, focalisez-vous sur une personne, quand bien même elle ne représente pas la totalité du scope que vous pourriez toucher. Mais vous inquiétez pas, parce que vous allez ensuite, quand on va travailler sur la totalité de votre histoire, il y a plein de choses pas importantes qui vont être éliminées et qui sont peut-être trop spécifiques, et on ne travaillera pas là-dessus. Parce qu'en fait, pour moi, la magie de mon truc, c'est que le fil, en fait, il se dessine malgré vous. C'est-à-dire que quand vous travaillez votre utilisateur, en fait, il y a des choses qui vont sortir, que vous allez dire, qui sont en fait vraiment liées à votre mission et qui sont liées à votre personnalité de marque, et il y a un fil qui se décide. C'est pas arbitraire, quoi. Deuxième exercice, c'est sur voilà, ce secret que vous partagez avec lui. Et donc là, je vous demande de vous mettre toujours dans sa tête et d'imaginer qu'il écrit une lettre à quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis longtemps, mais qui est très proche de lui. Ça peut être une marraine, un oncle qui vient d'Amérique, un vieil ami, enfin un ami d'enfance qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Il faut que ce soit quelqu'un qu'il ne voit pas souvent et que ce soit naturel pour lui de lui écrire, pas lui envoyer des textos tous les soirs. Et quelqu'un à qui il veut partager des choses intimes qui ne dirait pas à n'importe qui. Parce que comme vous devez trouver quelque chose qui est de l'ordre du non-dit normalement, je parlais de Dove tout à l'heure, pendant très longtemps, à mon avis, je n'avais jamais raconté à une copine, de dire qu'on a des complexes, c'est une conversation banale, mais de dire que j'aimerais tellement que les médias, que je me sens, parce qu'en fait ils ont travaillé là-dessus, Dove, sur l'image que les médias renvoyaient aux femmes. J'aurais pas dit à mes copines, moi j'ai envie de m'assumer avec mes rondeurs, quoi. Pour le coup, c'était pas une conversation qui était naturelle. Et c'est ça que Dove a travaillé, et donc ils auraient pu imaginer, s'ils avaient fait mon exercice, que cette femme parle à sa grand-mère, je sais pas, et qu'elle lui dise, moi si je pouvais, je dirais que, je m'assumerais comme je suis, j'arrêterais de faire des régimes tous les 4 matins qui me font plus grossir que maigrir. Donc voilà, c'est une conversation un peu intime en fait que vous avez avec vous-même, parce que quand on écrit, en fait, on est tout seul. Mais il faut parler à quelqu'un avec qui vous avez un rapport intime pour qu'il y ait des choses vraiment vraies et intimes qui sortent. Donc ensuite, votre personnalité de marque. Donc il faut... pareil, c'est quelque chose qui est rarement fait, mais je trouve que c'est un des trucs les plus marrants dans le storytelling, et c'est de vous créer une identité propre. C'est-à-dire de non seulement de vous démarquer de vos concurrents ou du marché en général, maintenant ils communiquent. J'ai donné d'autres exemples, comme ça vous avez un peu vu ce que c'était. Mais aussi, c'est hyper sympa de se dire, moi j'ai envie d'être ce type de personnalité de marque. Vous avez le choix. Vous êtes tout jeune, dans votre histoire de boîte, tout est ouvert, quoi. Donc, par exemple, la nuit, voilà, c'est très cohérent avec la nuit. Vous pourriez faire un truc, ça s'appelle la nuit, donc on pense sombre tout de suite. Vous pourriez faire un truc super coloré, ou vous faites ce que vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes vraiment libre de créer un truc qui vous est personnel. Et souvent, par exemple, je vous parlais d'Infinite, pourquoi ils ont choisi quelque chose de drôle? C'est parce que le fondateur, il est hyper drôle. Il passe son temps, je l'ai vu, il fait une petite conf, comme ça, un meet-up il y a quelques jours au wagon. Il raconte des blagues toutes les 5 minutes. Donc c'est pas pour rien aussi, mais parce que justement, du coup, c'est sa propre boîte, donc il va kiffer, il va faire des trucs drôles. Pourquoi être sérieux? Il n'est pas obligé. Donc c'est ça que je veux vous dire, c'est que c'est un mentor, il est d'autant plus crédible qu'on sent un être humain derrière et que c'est pas une entité anonyme. Qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'humain qui passe. Donc Uber, c'est le côté très classe. Ce qui est drôle, c'est qu'à la base, c'est pas un mec super, vous ne voyez pas trop, mais là, il a des lunettes un peu colorées. Je pense qu'il était un mec plutôt cool dans la vie et pas spécialement très très haut de gamme, etc. Mais du coup, il a un peu, lui, pour le coup, il a affiné son image pour être cohérent, parce qu'à un moment, faut pas que ce soit en contradiction. On peut être décalé, mais il ne faut pas qu'il y ait des valeurs qui soient totalement... Je ne sais pas si on parle à des avocats, leur parler de manière hyper drôle, pourquoi pas, mais il faut trouver le ton juste, je pense. Voilà, osez être totalement différent, osez être... oser avoir une personnalité sur le marché qui est totalement différenciante. Donc là, c'est la homepage de Sidecar
qui est un gros concurrent de Uber, c'est la banalité même, quoi. C'est-à-dire qu'on sent que les mecs, ils n'ont pas du tout travaillé de personnalité. Donc les 2 exercices sur mon site pour travailler la personnalité de marque, c'est donc votre uniqueness. Je vous fais analyser vos concurrents ou des marques qui vous intéressent, soit parce que vous les détestez et là je vous aide à comprendre pourquoi, qu'est-ce que vous n'aimez pas en fait, soit parce qu'en fait elles vous font kiffer et je vous demande aussi d'analyser qu'est-ce que dedans vraiment vous fait kiffer pour qu'éventuellement vous pouviez vous en inspirer de manière consciente, quoi. Et l'autre exercice, c'est si vous étiez une personne, enfin si votre marque plutôt était une personne. Voilà, c'est une série de descriptions, enfin de choix de typologie de personnes. Et en fait, on travaille beaucoup sur les adjectifs de personnalité. Donc là, cette dernière partie, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Donc pour être un mentor crédible, pour avoir une vraie personnalité, il faut être un peu humain, mais il faut aussi défendre des valeurs. Et donc, il faut les dire. Moi, je crois en ça. Uber, parce qu'il a ses personnalités comme ça très agressives, il dit voilà, moi, mes valeurs, il le dit pendant la conférence, You change the world by holding your principles over sometimes corrupt systems. Il le dit dans une petite voix parce que je pense qu'il y a un moment où il ne sait pas encore s'il va y arriver. Mais il y croit et il le dit. Et je pense que Sidecar ne le dirait pas comme ça, et je pense que la plupart des marques ne le diraient pas. De se dire que moi, je pense que je vais lutter contre des systèmes corrompus. Il faut être un peu couillu pour le dire. Je pense que la plupart des marques, ce serait plutôt genre low profile, bon, on va discuter. Moi, la première. Et puis dire, voilà, c'est quoi si vous y arrivez à en trouver un, après, il ne faut pas forcer forcément, mais si vous avez le BHAG aux États-Unis, c'est le Big, Hairy, Audacious Goal. C'est non seulement audacieux, mais c'est énorme et c'est couillu. Et je ne sais pas comment on traduit exactement, mais donc c'est vraiment le truc un peu dingue qui vous drive en fait. Et c'est aussi intéressant de travailler là-dessus parce que souvent on n'en est pas conscient. On se dit voilà, j'aurais juste faire ce produit. Et en fait, quand on y réfléchit un peu et qu'on revient aux origines et qu'on comprend un peu d'où on vient, bon, eux, aujourd'hui, leur goal à Uber, c'est make transportation as reliable as running water. Donc faire des transports dans la ville aussi fiables que l'eau courante. C'est pas du tout la mission qu'ils avaient au début, mais elle est quand même cohérente avec toutes leurs actions depuis. En fait, ils le disent comme ça maintenant parce qu'ils, je sais pas si vous suivez un peu donc leur actu, mais ils ont embauché comme, je sais pas quel le titre exact du mec, mais ils ont embauché David Plouffe, qui était un des artisans de la campagne d'Obama de 2008, parce qu'ils se sont dit, mais en fait, on est en campagne contre en fait une autre vision du monde, donc on doit se comporter comme un candidat à une élection, et donc ils ont embauché un conseiller politique en fait. Et donc leur mission, elle est totalement politique. Enfin, ils se présentent comme un service public. Pardon ? Lobbyiste, ouais, mais je crois qu'il y a branding aussi dedans. Et donc en fait, c'est vraiment toute l'image de marque, mais effectivement, son principal job, c'est de faire du lobbyisme. Pas du tout. Donc je vous disais, n'hésitez pas. Alors il ne faut pas avoir n'importe quel défaut. Je vais vous montrer l'exemple. Là, j'ai pris la vidéo. Embrace your flaws. Ça a l'air de rien, mais même quand vous rencontrez un investisseur, il peut se rappeler de vous à cause, par exemple, d'une énormité que vous avez dite. Mais ça peut être une bonne chose parce que vous allez devoir chacun émerger parmi 25 pitchs qu'il va entendre. Et souvent, ce qu'il va retenir, en fait, c'est votre personnalité. C'est le premier truc dont il va se rappeler. Parce qu'il va entendre parler de tellement de produits. Donc, être conscient de ses personnalités et en jouer, c'est bien aussi. Donc là, je vous montre comment Travis Kalanick se définit. Dans un contexte où souvent on se vante un peu en général. We talked about that. So who am I? I'm really freaking curious. It's gotten me into trouble at certain times in my career. I'm Rain Man analytical. I'll count toothpicks on the floor. Or if I'm on a hike, I'll count how many steps I made over 3 hours. It's weird, I know. I'm scarred. I mean, you go through a situation where you don't have a salary for 4 years, and you hear 100 no's for 4 years straight. 100 no's a day for 4 years straight, that shit breaks you down.
Makes you a little angry and weird. Bon, je ne sais pas si vous avez compris. Ouais, c'est bon. Donc évidemment, il peut y avoir un côté... Donc déjà, un détail, ces défauts qu'il raconte, j'ai vu plusieurs vidéos de lui, parce que j'étudie pas mal Uber en ce moment, il raconte toujours les mêmes défauts. C'est pas un truc qui lui est venu, by the way, j'en ai pas mal bavé, je suis un mec hyper curieux, et aussi j'ai un esprit analytique à la Rain Man qui fait que je compte les cure-dents quand ils tombent par terre, j'ai des visions. Et il répète tout le temps, donc c'est un truc qui est hyper travaillé. Et évidemment que l'intérêt aussi de dire ça, à la fois ça te rend humain, et tu as l'air de dire, mais j'ai aussi vachement de défauts alors que je suis hyper successful par ailleurs. Mais il les choisit bien, ces défauts. Il parle à des entrepreneurs. Encore une fois, la communication d'Uber, elle est très genre, vas-y, le rêve américain, sois successful. Et c'est vrai que finalement, ça tourne un peu... C'est comme quand en entretien, on dit qu'on est perfectionniste, quand on demande quel est votre défaut principal. Bon, aujourd'hui, ça passe plus parce que c'est tellement banal. Mais du coup, il faut trouver des défauts qui, évidemment, vous servent dans votre discours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste raconter un défaut complètement ridicule et qui va justement vous ridiculiser plus qu'autre chose. Mais si vous trouvez, c'est pas forcément un défaut, mais ça peut être une anecdote, par exemple, qui raconte que vous êtes totalement planté au début, par exemple. Que vous avez une idée totalement débile et que c'est ce que raconte beaucoup Airbnb, par exemple. Ils racontent tous les échecs qu'ils ont eus les uns après les autres pendant 1 an et demi avant que ça commence à décoller. Ça, c'est des choses qui marquent, en fait. Donc voilà, essayez peut-être de vous rappeler un truc qui peut être intéressant pour un investisseur qui va entendre 25 pitchs d'affilée. Et il faut qu'il se rappelle d'un truc, quoi. Donc le premier exercice, je vous raconte les 3 exercices et après on y va, on s'y met. Donc le premier exercice sur la mission, c'est il faut que vous... Alors, donc là, c'est vos propres émotions que vous allez travailler. Donc je vais vous demander d'imaginer que vous écrivez à votre meilleur ami une lettre qui va vous obliger à vous remettre dans le contexte du moment où vous avez eu l'idée, ou l'impulsion. Et pas forcément l'impulsion du produit, mais potentiellement l'impulsion de pourquoi vous voulez devenir entrepreneur, pourquoi vous vous êtes dit je vais le faire, alors que normalement c'est quand même assez risqué comme choix. Et ensuite il y a une série de questions sur c'est quoi les obstacles que vous identifiez, donc ça pareil vous le racontez à votre ami. L'intérêt de le raconter à un ami, c'est qu'on est plus sincère que quand on fait un descriptif un peu objectif. Donc les obstacles, c'était en fait une manière de crédibiliser votre discours, c'est-à-dire que si vous savez, c'est un moment où vous faites le point et vous dites ce qui va être dur pour moi dans mon objectif, c'est ça, 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 vous pouvez être sûr que, disons, 1 fois sur 3, votre interlocuteur, il va y penser aussi. Et donc voilà, le fait de l'avoir réfléchi avant vous permet d'avoir les bons arguments très très vite, quoi. Et les opportunités sur le marché, donc je vais détailler ça parce que c'est intéressant. C'est des opportunités qui vous permettent aussi de resituer votre démarche dans un contexte d'évolution du marché. Si vous êtes une start-up, normalement vous êtes innovant, vous apportez quelque chose de nouveau, vous êtes un peu dans la modernité. Et du coup, c'est bien d'avoir identifié un peu dans quel trend vous vous situez et du coup de pouvoir vous dire pourquoi est-ce que mon offre est plus pertinente aujourd'hui qu'elle était hier. Pourquoi est-ce qu'elle est plus possible ou alors pourquoi elle correspond plus à un désir des consommateurs aujourd'hui qu'hier. Donc ça peut être parce que les technos sont matures, parce que du coup je peux faire plus de choses, je peux aller plus vite, c'est du temps réel, c'est l'app dans la poche qui fait qu'on a partout notre iPhone et que du coup le service est pertinent parce qu'il faut qu'il soit géolocalisé. Ça peut être une découverte scientifique, je ne sais pas du tout dans mon cas ce que ça peut être, mais il y a eu, par exemple, l'ADN il y a quelques années a émergé vraiment fortement il y a quelques années. Quelques années auparavant, ce n'était pas possible de faire des startups dans ce domaine-là. Ça peut être des tendances économiques, c'est-à-dire c'est la disruption qui arrive sur un marché, donc c'est le bon moment d'y aller. C'est la désintermédiation, c'est-à-dire que de plus en plus, on enlève les intermédiaires. Donc voilà, je m'inscris dans cette tendance-là. La démocratisation, c'est avant telle chose n'était réservée qu'à un petit groupe de gens en élite, et maintenant la masse y a accès. Et ça peut être aussi des changements culturels. La revendication de plus de transparence, les gens maintenant veulent plus de transparence. Peut-être que vous inscrivez dans cette tendance-là. Les gens ont plus envie de collaborer, que le travail en entreprise soit de manière plus collaborative et moins hiérarchique. Ça peut être l'évolution de la place de la femme, ou une nouvelle femme qui aurait émergé.
Ça peut être la problématique du genre, ça peut être problématique environnementale, le rapport que les gens ont à leur corps, à leur santé, à leur nourriture. Voilà, si vous pouvez identifier des tendances un peu objectives, je pense que ça peut aussi crédibiliser votre mission. Deuxième exercice, c'est vos valeurs. Donc ça, c'est un exercice, bon, je pense que ça va vous intéresser. La clé, je vais vous décrire les valeurs, mais la clé, c'est de vous demander à chaque fois, est-ce que c'est des valeurs qui sont unanimement partagées par mon marché? Si c'est le cas, ce n'est pas des valeurs intéressantes pour vous, parce qu'encore une fois, tout le monde va être dessus, donc voilà. Et est-ce qu'elle est trop évidente par rapport à ce que je vends? Je dis n'importe quoi, par exemple, si vous êtes dans un produit, par exemple, je reprends les turbans. Si la valeur, c'est la beauté, bah oui, c'est évident. C'est-à-dire que j'ai envie d'être belle. Alors que si la valeur, c'est... j'ai pas d'exemple en tête. Mais si vous faites un truc qui est vraiment différent, bon, ça peut être la joie, par exemple la joie de vivre, bon voilà, c'est un peu en décalé par rapport à votre produit. Mais évidemment, il faut que ce soit cohérent avec la mission dont vous avez parlé avant. Et donc voilà, vous pouvez réfléchir en vous-même, c'est quoi les valeurs auxquelles je tiens. Moi, j'ai par exemple la beauté, c'est quelque chose de super important dans ma vie. Pour moi, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si je ne peux pas être entourée de choses belles. Je ne pourrais pas vivre dans un endroit moche, pas possible. Je m'en fous pas. Alors qu'il y a des gens qui s'en foutent complètement. Donc ça, c'est des choses personnelles. Après, il y a des choses aussi, donc je vous dis, qui sont par rapport à votre marché. Vous pouvez vous dire, moi, j'en ai marre que sur ce marché-là sur lequel je suis, on traite les gens de telle manière, par exemple. C'est pour ça que moi, je veux me battre pour ça, pour une autre manière. Donc les valeurs, quelles sont-elles? Donc c'est pas exhaustif, mais c'est un bon guide, je pense, pour vous poser les bonnes questions. Donc la première, c'est wholeness. C'est des marques qui parlent à un individu pour qui c'est important de se sentir, qui pense qu'on n'est pas seulement un individu, on fait partie d'un tout. On a besoin de se sentir qu'on appartient à un monde qui est plus grand que nous, et que l'intérêt personnel ne doit pas guider chaque action de notre vie. La valeur inverse, c'est uniqueness, c'est typiquement Uber, pour qui c'est important que malgré le tout, chacun est unique, qu'on a chacun, c'est aussi Dove, on est tous différents et on devrait revendiquer ce qui est unique en nous, plutôt que de revendiquer ce qui est important au niveau de la collectivité. Donc c'est des marques qui vont beaucoup mettre en avant la créativité, le non-conformisme, les dons personnels, etc. La perfection, c'est typiquement Nike. C'est des marques qui vont parler à des consommateurs pour qui c'est important d'aller jusqu'au bout de la maîtrise de quelque chose, et qu'on sait que pour maîtriser quelque chose, ça passe par de la douleur et de l'effort, et que c'est dur, mais que ça vaut le coup d'atteindre ce degré de perfection de maîtrise. Donc c'est Nike qui dit, vas-y, bats-toi, faut que t'en baves et tu seras un super champion. Enfin, tu seras vraiment au-dessus du lot parce que tu auras fait vraiment l'effort. La playfulness, donc c'est des marques qui te disent que la vie ne vaut d'être vécue que si on apporte de la joie aux gens. Je sais plus, je me suis réveillée ce matin avec France Info, et il y a quelqu'un qui disait ça. C'était Paul Lederman, un producteur de musique, et qui était producteur de Coluche notamment, et qui n'a fait que produire des comiques, et en fait il racontait qu'il a une histoire personnelle absolument horrible, et que du coup pour lui il s'est dit, mais la vie ne vaut pas le coup d'être vécue si on n'apporte pas de la joie aux gens. Donc pour lui, ça veut dire que c'est une valeur, dans le sens où c'est pas juste un artifice, on dire moi je suis une marque cool, je suis une marque drôle, ou je suis une marque belle. C'est des valeurs que vous allez défendre du coup à chaque acte, à chaque décision stratégique que vous allez prendre. Encore une fois, dans votre communication même institutionnelle, il faut que ce soit cohérent avec les valeurs, et même votre service client doit être cohérent avec les valeurs que vous portez, parce que c'est des valeurs que vous allez défendre. Donc la beauté, je vous en ai parlé, c'est le fait que c'est important d'avoir le plaisir esthétique, fait partie de notre humanité. La justice, c'est défendre des valeurs morales supérieures, c'est-à-dire c'est pas la loi de la jungle. Il y a des valeurs morales qu'il faut défendre, nous on va les défendre. La vérité, c'est des marques qui ne supportent pas le mensonge ou le conformisme ou les idées reçues, et qui vont se battre pour, c'était Apple par exemple,
notamment. Richness, c'est le fait que la vie est par essence complexe et que ça vaut le coup de la vivre dans toute sa diversité, sa richesse, sa complexité. Je pense par exemple à des marques qui vont vous inciter à aller à l'aventure. L'aventure, c'est d'aller à la rencontre de l'autre, de ce qui est différent de soi, et que ça vaut le coup d'explorer cette richesse-là, par exemple. L'inverse, c'est la simplicité. Il y a des marques qui vous disent l'inverse. Donc c'est l'exemple, par exemple, de Ikea, qui vous disent, pour moi, ce qui est important dans la vie, c'est qu'on revienne à l'essence des choses. Une table est une table, je te fais une magnifique table, c'est juste une table. Et je sais que tu n'as pas besoin de plus que ça. Donc juste quelques exemples, j'en ai déjà donné, mais donc voilà, Uber, c'est le côté unique et le côté vérité. Nike, la perfection. Greenpeace, pour le côté, on a quelque chose qui est plus grand que nous et il faut en tenir compte. Ikea, la simplicité, la beauté, le côté joyeux. Ben & Jerry's, c'est les glaces. Aussi, il y a le côté... Voilà, effectivement, Ben & Jerry's, c'est intéressant. Ils vendent des glaces. C'est banal, des glaces. Comment créer une identité de marque autour d'un vendeur de glaces? Et bien lui, il dit, en fait, il s'est créé aussi en opposition à Häagen-Dazs, qui était une marque américaine, mais qui avait choisi exprès un nom hyper compliqué, qui sonne un peu norvégien ou suédois, et qui avait ce côté très aspirationnel et très haut de gamme, etc. Et lui, il dit non, on fait juste des glaces. C'est super simple. C'est des fruits, c'est du lait et au congélateur, et c'est fait. C'est une marque qui est que sur la joie. C'est-à-dire Ben & Jerry's, c'est des petits bonshommes, c'est des petits dessins. Pareil, pourquoi associer une glace à cet univers-là? Mais parce que c'est aussi leur personnalité. Et ils associent aussi la justice, c'est-à-dire que c'est une marque qui très tôt s'est battue pour le commerce équitable. Ça correspond à leur personnalité, mais du coup, c'est les valeurs qu'ils veulent défendre et ils le font tout le temps. Et Airbnb, vous avez peut-être vu le meet-up, je vous laisserai regarder sinon. Donc voilà, à la fin des deux exercices, j'ai proposé pendant 20 minutes, un peu moins, un peu plus selon ce dont vous avez besoin, d'essayer d'écrire un pitch en une phrase sur le modèle que je vous avais donné. Et en plus, si possible, une mini-histoire qui ferait qu'en tout, ça prendrait l'équivalent de ce que vous allez vivre avec les business angels, c'est-à-dire 30 secondes. En 30 secondes, qu'est-ce que vous faites? Et c'est quoi l'expérience que vous faites vivre à l'utilisateur? Donc, vous pouvez rajouter une notion de taille de marché ou de comment je gagne de l'argent ou pourquoi ma team est incroyable. Et ensuite, je vais vous proposer pour d'abord vous tester entre vous, de vous mettre par deux, ou par équipe de deux startups pour vous pitcher et que l'autre vous dise est-ce que c'est clair, est-ce que c'est crédible, est-ce qu'il y a de l'émotion. Donc après, vous pouvez ajuster. Et ensuite, peut-être vous ferez devant tout le monde et on fera tous un feedback, vous ferez un feedback un peu en live. Est-ce que vous avez des questions ?